Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre. Quel plaisir de vous retrouver comme à chaque fois, mardi et mercredi à la bonne heure de 15h à 16h sur Canal Algérie. Quel plaisir d'être avec vous, d'être en votre compagnie et celle de mes invités également. Et aujourd'hui, plein de thématiques, hein, comme à chaque fois, vont être bien évidemment au cœur des débats, j'ai envie de dire. Et nous allons tout d'abord nous intéresser aux activités estudiantines, séminaires, colloques ou encore conférences. Et bien aujourd'hui, avec nos deux étudiantes, Maryam Yasmine Bouktir et Daouya Sarah Laptani, nous allons parler d'intelligence artificielle et d'astrophysique. Et oui, elles sont membres d'un club scientifique au sein de leurs universités qui s'appelle Quanta. Et justement, ils organisent plein d'événements pour les étudiants et autres. Et bien aujourd'hui, elles vont partager avec nous ce savoir-faire et surtout annoncer un événement qui aura lieu demain. Donc, nous allons voir tout ça avec ces deux étudiantes dans un tout petit moment. Nous nous intéresserons également aux contes de notre patrimoine, qui fait partie de notre identité également. Et j'aurai le plaisir de recevoir Naïma Mehaïlia, qui est conteuse et elle puise donc son répertoire artistique des profondeurs de nos traditions ancestrales. Eh bien, elle va partager aujourd'hui avec nous plein de belles histoires sûrement, mais aussi elle œuvre pour bien évidemment faire connaître cette tradition orale à l'étranger à travers plein de rendez-vous consacrés justement aux contes. Eh bien, elle va nous parler de toutes ces belles choses et de son expérience également. Mina Abed est de retour et dans sa rubrique Nostalgie aujourd'hui, elle va nous parler de tapis. Et puis, nous aurons également un insert téléphonique aujourd'hui, un appel d'Oran, puisque un mois est consacré, un mois en hommage à Abdelkader Aldoula, Allah yarhamou. Et donc, nous aurons le plaisir d'avoir avec nous le directeur du théâtre régional d'Oran, Mourad Snoussi. Eh bien, il va nous parler de toutes les activités organisées à l'occasion de cet hommage. Plusieurs pièces théâtrales animées par des amateurs, des professionnels également. En tout cas, un beau programme qui dure un mois, hein, qui a duré un mois. Donc, il sera avec nous au bout du fil dans un tout petit moment pour nous donner les détails de ce bel hommage. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Le temps de retrouver mes invités. Je vous laisse avec ça et on revient juste après. À tout de suite.
Merci de nous rejoindre et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Donc je le disais, vous êtes à la bonne heure et c'est de 15h à 16h sur Canal Algérie et aujourd'hui nous allons parler de plein de belles choses avec mes invités comme à chaque fois d'ailleurs et je vais commencer à les présenter sans plus tarder. Commencer par Mariam Yasmine Bouktir, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Comment ça va? Très bien et vous? Donc étudiante Oui, en première année. Tout à fait, en première année de licence en informatique à l'université d'Alger 1 et je fais partie du club scientifique Quanta Club. Voilà, et vous organisez justement plein de manifestations, j'ai envie de dire, étudiantines très intéressantes. Et justement, vous êtes là pour en parler. Vous n'êtes pas toute seule, puisque vous êtes accompagnée d'une amie étudiante, elle aussi. Il s'agit de Daouya Sarah Labtani. Oui, comment exactement. ça va? Ça va, alhamdoulilah. Bienvenue, votre première télé. Ah oui. Un peu le track, ça va bien se passer. Vous n'êtes pas toute seule en tout cas. Ça va? Ça va, merci Donc pour vous aussi, l'invitation. vous êtes étudiante à la même université? Oui, je suis une étudiante en première année master en ingénierie des systèmes informatiques intelligents. Voilà, donc avec vous aujourd'hui, on va parler de deux thématiques et annoncer un bel événement qui aura lieu demain. Donc on va parler d'intelligence artificielle avec toi, Sarah, avec Daouya. Et parler d'astrophysique avec Mariam Yasmine. C'est ça. Oui, voilà, je vais revenir à vous les filles. Je continue de présenter mes invités. Donc Naïma Mehaïlia, comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue. Et je vais bien, alhamdoulilah. Et vous, vous allez bien? Très bien. Je vous remercie pour cette sublime invitation. Merci et à vous de l'avoir accepté. Bien sûr, d'après ce que je vois, les invités, c'est des jeunes étudiantes qui sont là, qui vont nous parler. C'est un petit peu... Moi, oui. mais bon, je vais apprendre et je vais on va apprendre découvrir avec elle aujourd'hui. Plein de choses, en tout cas. Des choses de l'ère du temps, qui font partie de l'ère du temps. On va parler d'intelligence artificielle et d'astrophysique. Donc, on va voir ce qu'elles auront à nous dire, en tout cas. Donc, vous allez justement savoir exactement, parce à travers ces jeunes. C'est l'opposé. Voilà. Et elles, justement, je pense qu'elles vont apprendre beaucoup de choses à travers vous, puisque vous êtes conteuse et vous vous intéressez depuis très longtemps à notre patrimoine oral. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de votre parcours et de toutes les belles choses que vous faites dans ce sens, bien évidemment. Et je vais finir avec Mina, le retour. Comment ça va? Beaucoup de retours, ça va. Ça va, bien reposé? Très bien. Eh bien, super. Donc, on continue toujours la rubrique nostalgie aujourd'hui. Avec les métiers à tisser et cette fois-ci, on va parler du tapis algérien. Voilà. Très bien. Ben, on a hâte en tout cas de découvrir tout cela tout à l'heure et je vais commencer par les deux étudiantes. Peut-être avec Daouya, comme ça je ne vais pas la laisser trop attendre. Donc, étudiante en master. Oui, master 1 en ingénierie des systèmes informatiques intelligents à la fac centrale, l'université d'Alger 1. Et je suis vous faites partie du club Quanta. Club. Voilà, donc est-ce que vous pouvez nous présenter le club et comment vous avez adhéré à ce club? Oui, donc Quanta Club est un club scientifique au sein de l'université d'Alger 1, faculté des sciences. Et il a été créé en décembre 2021 par des étudiants de la faculté des sciences justement, donc c'est visé côté scientifique. D'accord. Et ça combine les différents domaines de la science comme les mathématiques, la biologie, la physique et aussi l'informatique. Oui. Et notre mission dans ce club, c'est de créer un environnement pour les étudiants, pour partager les idées et collaborer dans les différents domaines de la science, justement. Et cela en organisant des clubs et des workshops durant toute l'année. Voilà. Elle a tout dit, Myriam, ou tu veux ajouter quelque chose? Elle a très bien résumé, oui. C'est le but de notre club, c'est d'ouvrir les portes, d'ouvrir les esprits des jeunes. Donc, on cherche à faire ça en organisant des événements, comme l'événement de demain, Inch'Allah, en organisant des workshops, c'est des ateliers où on apprend beaucoup. Voilà. D'accord. Mina, est-ce que vous avez eu la chance d'avoir ce genre de club quand vous étiez à l'université? Oh non. Moi, pas du tout. Moi non plus, franchement. Pas du tout. Les choses évoluent, c'est bien, dans le bon sens. Non, franchement, c'est très bien parce que ça donne envie de ces études. Non, je crois que c'est un peu trop tard, mais ça donne envie de découvrir. Exactement, toutes ces activités. Moi, pareil, j'ai pas eu la chance d'avoir un club au sein de l'université, mais aujourd'hui, on reçoit de plus en plus d'étudiants qui, justement, organisent, sont adhérents dans des clubs scientifiques au sein de l'université et surtout organisent beaucoup d'activités pour bien évidemment informer, mais pas que.
Et donc là, c'est deux domaines différents. Donc l'intelligence artificielle et l'astrophysique, c'est deux spécialités différentes au sein de cette université où elles sont complémentaires. Différentes, mais qui se rejoignent sur plein de points. Et c'est le but de notre événement de demain, c'est de voir les points où ces deux, on peut dire deux domaines qui, à l'écoute, on a l'impression que ça n'a rien à voir. Mais au contraire, il y a des complémentarités peut-être, des similitudes aussi. Oui, en réalité, l'intelligence artificielle est dans plusieurs domaines aujourd'hui. Et voilà, donc dans notre événement de Machallah, on va explorer comment on peut utiliser l'intelligence artificielle dans le domaine de l'astrophysique, justement. D'accord, ah oui, c'est vraiment complémentaire. Et voilà. Oui. Donc, je vous parle de l'intelligence artificielle. Oui, justement, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle. Nous, peut-être, ça nous a un petit peu dépassé, mais aujourd'hui, j'ai lu quelque part que dans une grande université aux États-Unis, des étudiants avaient un travail à rendre et ils se sont rendus compte que tous les travaux se ressemblaient. Ah oui. Et que justement, les étudiants ont eu recours à cette fameuse intelligence artificielle. Alors, est-ce que aujourd'hui, vous pouvez nous expliquer à quoi ça sert, quels sont ses dangers, quels sont les risques et comment elle peut être bénéfique ou pas? Bien sûr. Donc, l'intelligence artificielle, tout d'abord, c'est le processus de l'imitation de l'intelligence humaine. Oui, c'est ça. Et ça repose sur la création et l'application des algorithmes exécutés dans le domaine de l'informatique et dans l'informatique dynamique. Et le but, c'est justement, de permettre à des machines ou de créer des machines qui seront capables d'agir et de penser comme un être humain. Et donc, d'une manière plus simple, on peut dire que c'est la création des systèmes informatiques qui imitent le pensée d'un être humain et qui permettent la réalisation des tâches qui sont normalement pas possibles, qui sont normalement possibles avec l'intelligence humaine, pas artificielle. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle a développé, on a le machine learning, les neural networks, qui sont des approches de l'IA, qui permet justement à des machines de faire des problem solving et de prendre des décisions comme un être humain. Oui, comme un être humain. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Par exemple, si on met Hikaya, normalement, il va se mettre à raconter, à nous sortir toute l'histoire. Peut-être même si on met votre nom, Naïma, il va tout nous dire, des choses que vous-même peut-être ne savez pas. Exactement. Par exemple, on revient un petit peu aussi au site ChatGPT. Oui. On lance quelque chose, mais franchement, maintenant, je me dis, c'est pas la peine, je ne vais pas écrire, je ne vais pas créer de compte. Il y en a même qui discutent avec. Bonjour, ça va, bonjour, je vais bien, c'est une compagnie. C'est vrai. Exactement. Et là, c'est... Bon, écoutez, ça c'est bien ce que vous faites, je suis très... C'est une fierté pour l'Algérie, mais ça fait peur. C'est vrai. Ça fait peur, là. Quand on voit, ça a beaucoup plus d'avantages d'inconvénients. Donc, et nous, on essaye de soustraire que les avantages de l'intelligence artificielle. Oui, heureusement. Parce qu'en même temps, en même temps, on avait vu, quand plus jeune, on avait vu énormément de films qui parlaient d'intelligence artificielle et robots qui dominaient le monde. C'est vrai. Mais ça entre beaucoup dans la science-fiction. Et on a peur pour le futur. Exactement. Mais justement, mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est pas que dangereux. On peut la trouver dans beaucoup de domaines. Et parmi ces domaines, c'est la médecine. Donc, c'est très intéressant. Et je vais en parler juste après, quand on va parler aussi de l'astrophysique. Mais ça va vraiment évoluer. Oui, ça a bien sûr, ça a de bons côtés, sinon ça ne ferait pas l'actualité dans le monde, j'ai envie de dire, parce qu'on entend parler de ça partout à travers le monde entier. Et justement, donc, ce que vous comptez organiser demain, ça en rapport, donc c'est un lien avec... C'est une collaboration entre l'intelligence artificielle et l'astrophysique. Déjà, il y a un point que je pense que c'est intéressant à mentionner. Quand on entend parler de l'intelligence artificielle,
Peut-être certains pensent que c'est un terme moderne ou bien Oui. récent, mais en réalité, l'intelligence artificielle a des origines qui, on peut dire, déjà la première fois que le terme Artificial Intelligence a été proposé, c'était en 1956. Donc, D'accord. c'est Ça remonte vraiment, à oui, loin quand même. On a l'impression que c'est ça tout remonte récent. à plus de 60 ans. D'accord. Et il a été proposé dans une conférence aux États-Unis. Et puis, dès lors, l'intelligence artificielle a connu des périodes de progression, mais aussi des périodes de stagnation. D'accord. Parce que il y avait beaucoup on peut dire, des raisons qui ont causé l'intelligence artificielle à stagner. Et ben, il y a une période exactement pendant les années 70, les années 80. Déjà, on connaît cette période par le nom l'hiver de l'IA, ou bien l'intelligence artificielle. Et pendant cette période, il y avait vraiment peu de progrès dans l'intelligence artificielle pour plusieurs raisons. Donc, pour l'indisponibilité des données, donc l'intelligence artificielle, les algorithmes d'intelligence artificielle nécessitent une grande data, c'est-à-dire des données très massives. Et dans l'époque, il n'y avait pas ça. Aussi, une autre raison, c'était les ordinateurs à l'époque n'étaient pas assez puissants qu'aujourd'hui. Et quand on dit des algorithmes d'intelligence artificielle, et ben derrière ces algorithmes, il y a des mathématiques sophistiquées et des calculs très compliqués qui nécessitent vraiment le matériel puissant pour pouvoir traiter ces calculs-là. Donc voilà, c'est pour ça il y avait cette période où l'intelligence artificielle stagné, voilà, même les chercheurs n'ont pas pu tester leurs algorithmes car il n'y avait pas de matériel. Cependant, ces dernières années, on voit que elle a connu un boom. Voilà, c'est grâce à l'évolution de l'informatique, de l'information et de la technologie en général. Dans ces dernières années, surtout 4-5 ans. Donc, il y a plusieurs ressources gratuites qui offrent des données massives gratuitement. Voilà. Il y a aussi le développement des ordinateurs. Donc, les ordinateurs aujourd'hui sont très puissants, notamment l'utilisation des GPU. Les GPU, c'est des processeurs graphiques qui sont spécialisés à le traitement des données massives en parallèle. Et il y en a aussi la notion de l'open source, c'est la gratuité des softwares. Donc c'est vraiment, il y a des librairies, des langages de programmation comme Python et PyTorch qui sont gratuites et permettent l'évolution de l'IA. Moi je pensais que Daouya allait avoir le trac, mais là, elle s'en sort très bien. Alors on va passer à Myriam, Yasmine. Donc qu'en est-il pour l'astrophysique justement? Alors l'astrophysique, j'aimerais déjà parler d'un point que je trouve très important aujourd'hui, et c'est l'exploration spatiale. En fait, on vit dans un temps où l'exploration spatiale c'est devenu vital. Pour nous, vous allez me demander pourquoi, et ça a l'air incroyable dit comme ça, mais on évolue et je pense que explorer l'espace et voir ce qu'il y a va aider beaucoup l'être humain. Et justement, en relation avec l'intelligence artificielle, par exemple, il y a des médicaments qu'on ne peut pas produire qu'à une gravité de 0. Mais la gravité de la Terre, elle est à 9,8. Donc, on peut produire ce genre de médicaments, par exemple, sur la Lune. Il y a beaucoup de matériaux qui ne sont pas présents sur Terre, mais qui sont présents sur la Lune ou bien Mars. Et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de l'exploration spatiale. On entend beaucoup parler, on entend parler des gens comme Elon Musk et tout. Et donc voilà, et aussi l'être humain depuis toujours, il a vu le ciel comme un repère. Nos ancêtres ont pointé le ciel pour connaître l'heure, les endroits, les directions. C'est vrai. Et donc aujourd'hui, nous, ce qu'on cherche, c'est d'améliorer et de s'améliorer dans ce domaine. Et par exemple, le projet Kepler, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un projet
avec l'intelligence artificielle, qui a été produit avec l'intelligence artificielle, qui détecte les exoplanètes. Les exoplanètes, c'est les planètes qui sont en dehors de notre système solaire. On a aussi la première photo d'un trou noir qui a été généré par l'intelligence artificielle. Et donc voilà, c'est juste un aspect passionnant, hein, de l'utilisation de l'intelligence artificielle, car l'intelligence artificielle est aujourd'hui utilisée dans de nombreux domaines, comme elle a mentionné, la santé, l'agriculture, vraiment tous les domaines. Et on la trouve dans notre vie quotidienne, comme par exemple les assistants virtuels, Google Assistant ou bien Siri, ils utilisent l'intelligence artificielle pour pouvoir comprendre nos questions et répondre. C'est vrai, c'est ça. Et justement, qu'est-ce qui est prévu demain, jeudi? C'est dans votre université que ça se passe, hein? C'est dans la maison d'intelligence artificielle. C'est eux qui nous ont ouvert leurs portes pour pouvoir organiser cet événement. Et il n'y a pas longtemps, je suis passée chez un chercheur, dont je vais vous citer le nom. Il m'a dit une phrase que j'ai beaucoup aimée. Il m'a dit le mariage de l'intelligence artificielle et l'astrophysique, c'est un mariage heureux. Et j'ai accroché à cette phrase parce que j'ai trouvé que ça résumait tout l'événement, en fait. Et ce chercheur, c'est M. Nasser Bouziani qui va être présent pendant notre événement. Oui, c'est un chercheur au CRAG. On l'a reçu pendant notre événement précédent, Race to Space, et on va le recevoir encore une fois. C'est un très grand honneur pour nous. Bien sûr. Donc, il va présenter une conférence sur Machine Learning. Une deuxième conférence, elle va être présentée par Taha Haytham, qui va nous parler un peu de l'application de l'intelligence artificielle. Ensuite, ça c'est pour le programme des conférences, mais on aura un workshop qui va être présenté par un membre de notre club. Et c'est le membre du mois, c'est Wassim Chelgui, qui va nous montrer des exemples et l'application de l'intelligence artificielle. On va ramener un data et on va voir tout le processus pour en sortir avec un modèle. Et pour finir, on va avoir une compétition. Je pense que je vais laisser Daouya en parler parce qu'elle était dans la team qui l'a organisée. Donc pour la compétition, ça sera sur 3 tours. Donc il y aura des teams de 4 participants. Donc 2 participants seront des étudiants en intelligence artificielle. Bon, pas forcément des étudiants qui c'est leur spécialité, mais peuvent être intéressés par l'intelligence artificielle. Et 2 étudiants dans la physique qui vont travailler en collaboration pour soulever des challenges. Donc il y aura un quiz pour le premier tour, il y aura un jeu pour le deuxième tour, le Word Search Puzzle Game, et pour le troisième tour, la finale. Donc il y aura un Problem Solving Challenge où justement les étudiants vont collaborer pour pouvoir trouver une solution à un problème de l'astrophysique en utilisant l'IA. D'accord, très bien. Les filles, vous avez parlé de la maison de l'intelligence artificielle. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller ensemble découvrir un reportage où on va découvrir l'école supérieure de l'intelligence artificielle et on revient juste après. Allez. L'École nationale supérieure d'intelligence artificielle est un établissement d'excellence de formation supérieure à vocation de former des ingénieurs, se spécialisant dans la théorie de l'intelligence artificielle et des sciences de données. La moyenne d'accès est relativement élevée en cette école qui a ouvert ses portes au cours de l'année 2021-2022. L'École nationale supérieure en intelligence artificielle qui a été créée en l'an 2021. C'est une école d'élite qui forme des ingénieurs, on va dire de base informatique et de spécialité intelligence artificielle. Donc cette école est comme je viens de le dire, c'est une école d'élite dans un pôle d'excellence, donc regroupant plusieurs écoles supérieures, notamment l'école de mathématiques, et l'école de nanotechnologie et l'école des systèmes autonomes. Donc cette école a été créée en 2021 avec l'école des mathématiques. Donc nous étions toutes les 2 écoles dans le même bâtiment pendant 2 ans. Et cette année,
nous avons emménagé dans ce nouveau bâtiment. L'établissement assure une formation d'élite encadrée par des enseignants de très haut niveau de qualification et des chercheurs de renom algérien dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les étudiants sont formés dans des conditions qui répondent aux standards internationaux. when we traverse element اللي راهم في اللفت سايد لازم نشوفوا اسكو راهم less than the pilot. اوكي هنا شفت الاي نبدا من اللفت بصح هنايا في لي كروشي تاع الاي واش درنا لاست بلاس. Des accords de jumelage ont été signés entre l'établissement et plusieurs universités à travers le monde, dans le but d'intensifier le travail académique et de lancer les projets de recherche communs. Depuis sa création, l'école a fourni des efforts pour essayer de tisser des relations avec le monde socio-économique. Hein. Donc notamment, nous avons des conventions de coopération avec beaucoup de sociétés nationales telles que Sonatrach, Algérie Télécom, Sonalgaz. Et on a fait aussi des conventions, on va dire, de jumelage avec des universités internationales, avec des universités notamment du Qatar, de la Chine, de France. Tout ça pour essayer de créer une atmosphère de coopération, pour faciliter, on va dire, à l'étudiant l'inclusion dans le domaine du travail. Les diplômés de cette école auront la capacité de développer et déployer des solutions pratiques et innovantes aux problèmes des différents secteurs socio-économiques, notamment le secteur de la santé, de l'énergie, de l'agriculture et du transport. Ces futurs ingénieurs auront des bases solides en mathématiques, une compréhension profonde en technique de l'intelligence artificielle et du monde de l'entrepreneuriat, et des compétences pratiques et générales, ce qui facilitera leur insertion dans le monde du travail. Et le reportage a été réalisé par notre collègue Hamid Rbouh. Voilà, puis on revient au plateau, on continue à parler d'intelligence artificielle, d'astrophysique, de toutes ces choses intéressantes qu'ont déballé cet après-midi nos deux étudiantes. Et justement, Naïma, vous avez dit une phrase qui a plu, c'est que l'intelligence artificielle est alimentée par l'intelligence humaine. Voilà, n'est-ce pas les filles? Il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire qu'il faut développer l'intelligence humaine de plus en plus pour pouvoir contrôler, maîtriser et développer l'intelligence artificielle. C'est ça. Et faire gaffe que la machine l'emporte sur l'humain. Oui. Non, que Dieu ça, nous il faut faire préserve. gaffe. Voilà. Donc, avec les filles, on parlait du futur, de l'espace. Avec vous, on va un petit peu redescendre sur Terre, hein, n'est-ce pas? Et quand même prendre un tapis volant pour aller explorer un autre monde. Aussi. Donc, vous êtes là autant que conteuse, en tout cas passionnée par ce que vous faites et passionnée également par cet art, hein, parce que c'est un art à part entière. Donc, Naïma, racontez-nous votre histoire. Bon, je pourrais savoir en tapant votre nom dans une intelligence artificielle, mais ce n'est pas ce que je vais faire cet après-midi. Je préfère vous poser les questions. Voilà. Eh ben, moi, tout a commencé. Moi, contrairement à tout le monde, c'était mon grand-père qui me racontait. Voilà. D'accord, c'est pas ma grand-mère. Pas votre. Ma grand-mère, c'était pour les proverbes, pour des légendes comme ça, un peu floues. Mais les contes, c'était mon grand-père. Bien, j'étais nourrie, j'ai baigné dans ce bain. Et quand je suis devenue un peu grande, j'ai grandi, j'ai commencé par la poésie. D'accord. Donc j'écrivais de la poésie. Et bien oui, j'étais jeune, c'était bon. Chaque poète a commencé à écrire un poème d'amour. Oui. Bien sûr, dès que ça fait boum, ça fait l'intelligence sentimentale qui commence à écrire. Je suis restée, j'ai écrit. Je vais vous interrompre une minute, excusez-moi. On a un appel téléphonique, je l'avais annoncé tout à l'heure, Doran, puisque Monsieur Snoussi nous attend, donc je préfère avoir l'appel et ensuite continuer avec vous, Naïma. Mourad Snoussi, bonsoir, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour. Marhaba bik parmi nous. Merci pour l'invitation. Bonjour à vos collègues et à vos invités. Oui, ça vous manque un peu?
Comment? Ça vous manque un peu, les collègues, la télévision algérienne? Ah bah oui, parce que moi, Oui, je suis un membre de la famille. jusqu'à exactement, de la grande famille de l'EPTV. maintenant. Oui, oui. En tout cas, nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Un honneur pour nous, Monsieur Snoussi. Et donc aujourd'hui, vous allez parler du théâtre régional d'Oran et de toutes ces belles choses que vous organisez justement, notamment ce mois en hommage à Abdelkader Alloula. Alors racontez-nous. Oui, bon, c'est-à-dire nous, on est parti du principe, c'est-à-dire de reprendre un peu les valeurs d'Abdelkader Alloula, à savoir monter un hommage à partir de la solidarité, à partir du bénévolat, à partir de la diversité, de la dimension plurielle, dimension nationale et tout. Et on a juste lancé un petit appel sur les réseaux et là, on est avec la participation de 9 théâtres publics, qui sont celui d'Oran, le TNA d'Alger, le théâtre de Constantine, le théâtre de Annaba, le théâtre d'Adrar, le théâtre de Sidi Belabès, de Mostaganem et de Leroy. Donc pratiquement 9 théâtres et 16 associations, dont une dizaine d'Oran. Et toutes ces groupes participeront à titre bénévole pour rendre hommage à Alloula. Et à partir de là, c'est-à-dire ça devait se faire en 3-4 jours, maintenant ça va se faire en 1 mois. Voilà. Et juste après, il y a eu les sollicitations d'artistes peintres, donc on va avoir trois expositions de peinture, dont 2 de femmes. Et on aura aussi une exposition photo de Abdelrahman Mustafa de Mostaganem. C'est un reportage photo qui a immortalisé la journée de l'enterrement d'Alloula. Donc on a une trentaine de photos de comment Oran a vécu ce jour-là. Donc c'est une exposition qui va être proposée au public au niveau de notre hall durant tout le mois. Et puis on est en contact avec nos collègues d'autres théâtres qui va peut-être tourner dans les théâtres. Et on a aussi un film documentaire de Ali Issaoui, Alloula, la dimension internationale. Donc c'est des artistes internationaux qui en parlent. Donc pratiquement, c'est-à-dire du 1er mars jusqu'au 30 mars, chaque jour, un spectacle théâtral. Donc ça se fait en 1 mois. D'accord, lui sera consacré. Très bien, en tout cas un beau planning, j'ai envie de dire, un beau programme. Et on va peut-être revenir aux pièces théâtrales. J'imagine qu'il y a aussi des pièces qui vont être sur les planches du théâtre régional d'Oran. Et elles seront interprétées par des comédiens amateurs et professionnels également, n'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire on a les théâtres publics, c'est des professionnels, on a les associations et on a même des jeunes étudiants qui ont leur spectacle. On va donner des représentations dans les rues parce qu'on a un atelier de théâtre de rue. On va aussi animer le train Belabès Oran et Oran-Alger par des compteurs. On donnera 1 ou 2 représentations dans les prisons et aussi dans les universitaires. Donc pratiquement, c'est-à-dire aller là où le public ne peut pas venir, on ira aussi. Donc ça, c'est un peu le fruit du travail qui a été fait pendant des années. Donc ça se passe entre guillemets, c'est un projet qui paraît lourd, mais il est très réalisable. Parce qu'on a déjà fait tout ça. Et puis on est soutenu. Et puis même pour l'encadrement de la salle, il y a une dizaine de bénévoles qui vont le faire à titre bénévole. On a aussi un atelier d'écriture pour femmes qui vont lire ce qu'ils ont écrit. On a une journée poésie. Donc pratiquement, c'est un mois tout un mois entier culturel consacré au défunt Abdelkader Alloula. Et aussi, ces activités vont coïncider aussi avec les soirées du mois de Ramadan, Inch'Allah. Oui. On a du 1er au 10, c'est au niveau du théâtre. Après, on s'arrête 5 jours, parce que les 5 premiers jours, généralement, les gens Oui, c'est vrai. Et on reprend le 16. Et aussi, il y a une petite nouveauté. C'est-à-dire l'accès à ces spectacles, ça ne se fera pas par la billetterie. C'est-à-dire l'accès au spectacle, c'est-à-dire les gens qui veulent assister au spectacle, ils ramènent un livre, de préférence des contes pour enfants. Ils les déposent au niveau du théâtre. Et nous,
c'est-à-dire qu'on va collecter comme livre pour le deuxième ou le troisième jour de l'Eid. On ira au centre des enfants français là où Aloul a travaillé, où il était, c'est-à-dire un peu parrain. Donc on ouvrira une bibliothèque pour les enfants à partir des livres collectés. C'est une démarche qu'on a déjà faite il y a 2 ou 3 ans. On a ouvert déjà 2 bibliothèques comme ça, et ça sera la 3e chambre. Eh ben, très bien. En tout cas, bravo pour toutes ces belles initiatives. Et c'est pas Naïma qui va dire le contraire cet après-midi. Ben, merci beaucoup, Mourad Snoussi, d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. Donc, bon mois consacré à Abdelkader Alloula. Sahar Mdanek. Merci à vous aussi. Et en espérant vous voir très vite avec nous ici même sur le plateau. Allez, au revoir, prenez soin de vous. Au revoir. Donc voilà, il n'y a pas un système de billetterie, mais les gens qui viennent doivent apporter un livre. Ça serait mieux si ça va être des comptes pour enfants. Et avec ça, avec tout ce qu'ils vont récolter, ils vont ouvrir une bibliothèque. Voilà, le compte est partout. Ah ben oui, et ça fait du bien. Ben oui. Bon, alors, on en était où? Vous parliez de votre intérêt justement pour les contes, et que c'était votre grand-père qui vous a inculqué. Voilà, c'est mon grand-père, et voilà. Et que votre grand-mère, c'était plus les légendes, l'art culinaire, voilà. Un petit peu de la broderie et tout quand j'étais jeune. Voilà, oui, je me rappelle. Et puis après. Vous avez commencé par la poésie. Par la poésie. Vous disiez que vous avez commencé par la poésie. Je commence à écrire dans le Chabi, voilà, Chal Melhoun, un peu de français. Puis après, j'étais très jalouse de voir ces poètes qui déclamaient en arabe classique, Mithel Moutanabbi ou Abou Nawaz. Donc j'étais vraiment très jalouse. Quand même, j'ai réussi à écrire 2 ou 3 poèmes en arabe classique. Bon, c'est vrai. Et ensuite, comment vous avez... Et puis après, ensuite, j'ai entendu parler de l'atelier de femmes conteuses sur Alger, animé par M. Si Mohamed Baghdadi, Allah yarhamou. Et j'ai couru. Il m'a fait passer un test. Il a trouvé que j'avais une imagination. Bon, il m'a accepté. Je suis rentrée dans le groupe. Je suis restée 3 ans ou 4 ans, quelque chose comme ça, avec le groupe. Et puis après, j'ai volé de mes propres ailes. Et j'ai commencé ici sur la place d'Alger. Puis après, j'ai un petit peu Blida, Boumardès, j'ai commencé à m'étaler un petit peu. Et puis après, paf, c'était les 48 wilayas. Ça coïncidait avec le festival Lire en Fête, Al-Qira'a Festival. Donc c'était entre 2011, 12, 13, 14, 15. Franchement, on a très très bien travaillé. C'est pendant cette période que j'ai acquis mon expérience comme conteuse. Et puis après, bien sûr, on sort un petit peu du territoire national. Justement, on va parler de ça, Naïma. Mais juste avant, ce qui est bien, c'est que vous faites aussi des recherches sur les contes de notre patrimoine. Et bien justement, parlez-nous de ça et parlez-nous aussi de la spécificité de nos contes, des contes du terroir, des contes algériens, de toute l'Algérie, bien évidemment, puisque chaque région a ses contes, n'est-ce pas? Bien sûr, si on commence à compter les régions et les contes qui diffèrent d'une région à une autre, on ne va pas en finir aujourd'hui. C'est ça, bien sûr. Mais bien utile qu'à chaque fois que je me présentais, je me retrouvais dans une wilaya. Bon, c'est vrai, je faisais mes recherches. Donc à Taman Rasset, j'ai fait mes recherches, à Adrar, Timimoun, surtout Timimoun. Ils ont là où Rachid Belli, il a fait son ouvrage, Mouloud Mamri aussi, sur les contes, sur Ahl al-Lil. Donc voilà, il y a plein. Ahl al-Lil, c'est un groupe, voilà. Mais la Kabylie aussi, elle déborde. Chaque région, c'est trop riche en Kabylie, la région Chewi, Mozabit. Donc, un peu partout en Algérie, j'ai ramené des contes, j'ai collecté des contes et j'en ai fait un répertoire. Donc, quand je sors en dehors de l'Algérie, j'emmène mon répertoire avec moi. C'est ça. Et justement, vous avez eu la chance de faire connaître ces contes dans différents pays, notamment en Afrique. Et vous êtes aussi marraine d'un grand festival. Parlez-nous de ces expériences. C'est un festival, qui relie le Bénin et le Togo, qu'on appelle le Face-Conte. C'est ça. Ce festival, ils m'ont invité la première fois en 2016. C'était une très 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 belle
expérience. Des échanges, j'imagine. L'échange en tout. Très le important. conte, eux, c'est les griots. Donc, c'est des conteurs avec une canne qui monte, qui raconte. Et puis, c'est plein de sagesse, plein de musicalité aussi quand ils racontent. C'est comme si ils chantaient et ils chantent, ils ne racontent pas. Puis après, quelques années plus tard, je suis retournée pour acquérir le titre de marraine du festival. Et j'étais vraiment très honorée par ce titre. D'ailleurs, on est toujours en contact. Ils me demandent toujours, ils demandent mon avis, ils demandent après moi. Ils me suivent partout, quoi. Même s'ils sont loin, mais ils sont là avec moi. Et est-ce qu'il y a des contes qui se ressemblent, par exemple, dans des différents pays africains qui se ressemblent? Est-ce qu'il y a des similitudes? Les filles, vous aimez les histoires, on vous en a raconté, hein? Oui, sûr. Rassurez-moi. Oui. Vous n'êtes pas branchés que espace. Oui, bien sûr, on a grandi comme tous les enfants. Va. Donc ça vous intéresse, hein? Bien sûr. Donc le conte, oui, je l'ai toujours dit que le conte déjà pour résumer le tout sur le conte est voyageur. Oui, c'est vrai. Et le conte n'a pas d'auteur. On ne sait pas qui a dit le conte. C'est vrai. Quand et comment. Et où. Donc il n'a pas de lieu. Il est nomade, le conte. Il est nomade. Donc il vient dans chaque endroit ou région ou pays où il se pose. Bien sûr, il adapte l'ambiance, on s'approprie la langue et aussi la sphère du conte. Par exemple, moi, quand j'étais petite, mon grand-père me racontait une histoire sur celle sa belle-maman l'a abandonnée dans une forêt. Elle a été accueillie par un serpent. Le serpent l'a élevée et tout. Baba el-Hnesh, moi je l'ai appelé Baba el-Hnesh. Bon, moi je raconte, j'ai dit c'est un conte de mon grand-père, donc c'est un conte du patrimoine algérien. C'est faux. D'accord. On le raconte en Russie, on le raconte un peu partout dans le monde, mais d'une façon différente. Mais la trame, elle est là. Voilà, c'est la chaque même. culture va s'approprier un petit peu l'histoire et la remettre, j'ai envie de dire. Parce que moi, maintenant, je vais vous raconter un conte. Tout à l'heure, pas maintenant. Oui. Je vais raconter un conte, vous allez l'écouter, il va vous plaire. Chacune de vous va rentrer chez elle. Tiens, il y avait une dame, une conteuse avec nous, elle nous a raconté un conte. Je vais vous le raconter. Est-ce que vous allez le raconter comme je l'ai raconté? Oui, forcément non. Justement, parce qu'il est transmis oralement. Est-ce qu'on a le même dialecte? Non, pas forcément. Donc, celui qui a l'accent kabyle, il va le raconter avec un accent kabyle, donc il prend une autre identité, mon conte. Celle qui a l'accent chaoui, ça va prendre une autre, et ainsi de suite. Donc, le conte est voyageur. Et on dit aussi que le conte, c'est la mémoire des peuples. ذاكرة الشعوب. وشعب بدون ذاكرة فليس له وجود. Donc le conte est le père de l'humanité, qu'on le veuille ou pas. C'est vrai. Et aussi, tous les contes sont porteurs de messages, notamment nos contes algériens. Pas tous les contes, nos patrimoines. Il y a des contes merveilleux, il y a des contes facétieux, il y a des contes qui portent la morale, il y a des contes philosophiques, il y a des contes... C'est-à-dire, il y a plusieurs comment on appelle ça, plusieurs titres au conte et plusieurs thèmes au conte. C'est pas tous les contes qui portent une morale. D'accord. Très bien. Et ce que vous racontez aux enfants en général, comment vous les sélectionnez? Éducatif. Parce que vous participez beaucoup à des ateliers dans des écoles où vous allez justement transmettre aux enfants des messages positifs. Depuis 2011 que j'ai commencé mon atelier dans des écoles privées. J'aurais aimé les faire dans des écoles publiques étatiques, publiques, mais bon. C'est pas encore. J'espère à l'avenir qu'on va réussir à l'organiser dans des écoles étatiques publiques. Mais dans les écoles privées, oui, ils ouvrent les portes. Et justement, ce conte est porteur de messages. Hein. Le plus important, c'est que, voilà, de morale aussi pour les enfants. Morale, éducatif, l'histoire. L'histoire aussi. Oui, l'histoire. Bon, il y a dans une école à Benaknoun, l'école Fantasia. Oui. Non? Ouais. Allez-y. Où j'ai animé un atelier avec les élèves. Et il y avait le 1er novembre. Donc il fallait faire un conte ou un spectacle sur le 1er novembre. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, on a travaillé pendant 2 mois, mes élèves et moi, sur les enfants de novembre. Mourad Ben Safi.
D'accord. Donc, de on essaye aussi voilà, de Donc, on transmettre raconte des des messages, films. voilà, raconter des histoires pour que les enfants retiennent des dates, des événements les dates, historiques les noms, à travers et aussi l'histoire d'Algérie, à travers le ses contenu. contes. Voilà, Le contenu, à travers c'est ses pour contes. l'amour du pays, l'histoire aussi de notre révolution. Et ils l'ont présenté d'une manière extraordinaire. D'accord. Voilà. Et quand on parle de contes, il y a aussi la façon de le raconter. Hein. Oui, là, on appelle Cette ça éloquence, l'art du contage. L'art du contage, très important. Très, très important. Aussi. Il y a des techniques aussi. Voilà, c'est des techniques qu'on apprend ou c'est un don, j'ai envie de dire. Bon, c'est vrai qu'ils sont dans le manuel pour apprendre, mais pas forcément celui qui va lire le manuel, il pourra pratiquer les méthodes. Si on n'aime pas le conte, si on n'aime pas être... on est bien dans la peau d'un conteur, donc on ne pourra pas. Mais les méthodes, on les acquérit avec l'expérience. D'accord, très bien, très bien. En tout cas, que des choses positives avec le conte. Et on va rester dans le patrimoine toujours et dans la nostalgie avec Mina, puisqu'aujourd'hui, elle a choisi de nous parler de tapis. Exactement, donc on continue, hein. On avait parlé du métier à tisser, on avait parlé du pornos, on avait parlé de quoi déjà? Du bornos, des tissus aussi. Des tissus, des broderies. Des broderies, et là on va parler bien sûr du tapis. Donc l'industrie du tapis est presque aussi vieille que l'humanité. Les méthodes et les instruments, bien sûr, de tissage n'ont pas vraiment changé depuis l'Antiquité, comme on l'a vu avec le métier à tisser. Les tapis algériens fabriqués avant 1830 jusqu'à 1860 peuvent se diviser en 6 genres. Donc, frashia, les zarbiya, c'est un tapis de haute laine, hambel ou encore les gtif, l'imtrah, les djello. Je ne sais pas si vous connaissez, à part zarbiya, je pense qu'on connaît tous, l'hambel on connaît, exactement, on connaît aussi. Tout à fait. الخيمة كانت Non, pas الخيمة اللي فات on parle des tapis. le tapis. Oui. Le tapis, c'est ça, oui, l'khayma aussi, à l'intérieur est tapissé de tapis. Oui, à l'intérieur. Voilà. Donc là, c'est de 1830 jusqu'à 1860. Donc, on en trouve principalement du côté d'Alger ou encore Biskra, Batna et plein d'autres régions sur l'ensemble du territoire national. Les spécialistes de l'époque, on les appelait aussi reggam. Donc, en fait, le reggam se déplaçait de tribu en tribu et il donnait des leçons de tissage aux hommes comme aux femmes, et le reggam se permettait parfois de déformer un petit peu la tradition transmise par ses pairs. Donc réputé pour sa beauté artisanale et son importance culturelle, il est tissé. Le tapis est tissé principalement, en ce moment principalement, par des femmes de différentes régions du pays. Chaque tapis, bien sûr, raconte une histoire unique à travers ses motifs et ses couleurs qui sont juste magnifiques. Alors, nous les apprécions bien sûr à la fois pour leur esthétique et leur valeur symbolique, représentant souvent des éléments de la nature et des traditions locales. Donc, patrimoine matériel, on va parler du tapis de Memcha. Donc, patrimoine matériel, le tapis traditionnel de Tébessa a su garder au fil du temps ses caractéristiques uniques avec des couleurs et des motifs exceptionnels. Les artisans œuvrent malgré l'évolution technologique à préserver ce patrimoine culturel. C'est un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Il faut savoir que les matières utilisées, les couleurs et les motifs sont des éléments qui donnent justement à ce tapis toute son authenticité. Les artisans passent de 2 jusqu'à même 3 mois derrière le métier à tisser pour confectionner un tapis en fil de laine. Donc c'est un travail assez long. Il faut également beaucoup de patience. Il existe des variantes du tapis de Memcha comme l'hambel. C'est des tapis qui sont utilisés bien sûr pour s'asseoir ou pour se
couvrir ou comme élément décoratif. Pour la confection, il faut bien sûr une grande quantité de laine ovine tendue, traditionnellement et soigneusement lavée et nettoyée avant d'être cardée et filée manuellement. Pour la teinture de la laine, on utilise des produits bien sûr naturels, 100% naturels, comme le creux, le henné ou encore l'écorce de grenade ou le safran. Donc zéro additif chimique. Que du naturel. Exactement, 100% naturel. Après le séchage des fils colorés, donc l'artisan commence le tissage sur le métier. C'est un travail minutieux qui demande beaucoup de patience à cause des différents motifs et bien sûr la dimension du tapis. Un des tapis, bien sûr, les plus connus, je pense que vous le connaissez. Un tapis que vous connaissez peut-être, on entend souvent parler. Oui, non. Moi, je dirais tapis babar. Ouais, voilà, babar. Ouais. Le tapis de babar, un des tapis les plus connus, tissés par les femmes de Khenchla, dans la pure tradition. Et dans chaque maison, on trouve souvent un tapis tissé par les femmes de la famille. Donc, ça reste un art qui se transmet de mère en fille. Donc là, Lilian, on peut admirer un timbre qui représente le tapis de Memcha qui est apparu, qui est paru en 1968, un timbre édité par Algérie Post. Et là, on va découvrir différents tapis de différentes régions du pays. On commence avec le premier tapis, c'est le tapis d'Alger qu'on va découvrir là tout de suite. Un tapis en laine avec des motifs. Hanan, Hanan, Hanan. Concentre-toi. Oui, donc c'était le premier, je l'avais vu. Donc, le tapis, il était bordeaux. C'est un tapis qui vient, c'est le tapis d'Alger, donc en laine avec des motifs floraux et de couleurs bleu et marron. Là, on va découvrir le deuxième tapis. On en avait parlé tout à l'heure, tapis de Jbel Amor. Exactement. Donc, son décor se compose surtout de figures géométriques. Généralement, c'est un tapis double face avec 420 points par décimètre carré. Exactement. Voilà. Donc, avec généralement rehaussé par deux couleurs assez fortes, le noir et le rouge. D'accord. Donc, le troisième tapis, c'est le tapis de Mahadqa, originaire bien sûr de Kabylie, tapis de haute laine également, qui constitue des figures géométriques et symboles qui ressemblent au symbole des bijoux kabyle. Donc, magnifique tapis. Le quatrième tapis qu'on va découvrir tout de suite, c'est le tapis babar, bien sûr, originaire de Khenchla, utilisé pour la décoration généralement. C'est un tapis de haute laine et on voit que le tissage est net avec divers motifs et couleurs. Le cinquième tapis que je vous propose de découvrir est le tapis, bien sûr, de Ghardaya, utilisé pour la décoration également, tissage à trame très fine. Donc c'est un tapis qui est franchement exceptionnel et ça prend énormément de temps à tisser. Donc décoré avec des bandes de différentes couleurs. Le sixième tapis que je vous propose de découvrir, c'est le tapis Gargour, originaire de Sétif. Il représente des motifs floraux, multicolores et bien sûr harmonieux. Donc, et le dernier tapis que je vous propose de découvrir, c'est le tapis de Tlemcen, tapis de haute laine à point noué avec des couleurs très chatoyantes, harmonieuses. D'accord, ils sont tous différents, mais ils sont tous beaux. Très différents et tous beaux. Et chaque tapis, justement, a sa propre histoire avec ses motifs. Et c'est ça qui différencie un tapis de l'autre. Et justement, Naïma, très souvent, quand on raconte des histoires, on a tendance à se mettre par terre, sur un tapis, justement, assis. Le tapis c'est ça l'ambiance présent dans les spectacles de
rencontre, donc on emmène toujours, on demande toujours un tapis. Voilà, à ce qu'il y ait un tapis. Moi, j'ai un tapis de Gherdaya, donc je l'emmène parce que c'est plus, il est pratique. On peut léger peut-être, pas trop. Oui, il est plus léger voilà, que les autres tapis. Celui de Khunchla, c'est le plus lourd, donc on ne pourra pas le bouger. Il ressemble à celui-ci. Oui, mais moi c'est plus marron, blanc, beige. Voilà, les couleurs ne sont pas dans les couleurs chaudes. Donc dans le blanc, marron. En tout cas, vous l'emportez avec vous. J'emmène toujours dès avec que vous moi. avez l'occasion. Oui, là surtout ici, quand il s'agit de l'Algérie, donc je l'emmène avec moi. Et bien aussi la bougie. Donc un petit chandelier où on met une bougie aux deux pour créer cette ambiance. Qui fait flotter l'imagination. C'est vrai. On était un petit peu là, les lumières, c'est-à-dire on retourne un petit peu à cette époque-là où on s'éclairait de bougies, nous racontaient et tout. Donc ils n'avaient pas d'électricité. Exact. Donc ils allumaient la bougie. Ni d'intelligence artificielle, d'ailleurs. C'est ça. Il y avait le kenki. Moi, je me rappelle quand je partais chez mon grand-père, on avait le kenki. Oui, kenki, bien sûr. Voilà, le gaz et tout, le chalot et tout. Mais moi, je suis nostalgique. Oui. C'est un plaisir, justement. Bien sûr, on est tout de suite mis dans l'ambiance déjà. Il faut déjà, le tapis, il faut que ça soit un tapis traditionnel. Si c'était un tapis moderne, ce ne serait pas la même chose. Non, ça n'existait pas, les tapis modernes. Non, mais je parle de maintenant. Je parle de maintenant, pour les contes, oui. Et toujours, on avait toujours le nefakh, le canon, le djmar, la braise, هذيك الكمشه لا بوانيي تاع لي غلاند اللي هي البلوط ولا القسطل يترمى لداخل. Puis le grand-père était là, il racontait, donc moi je partais avec lui. Oui, bien sûr, on voyait. Et hop, tchac, il y a une glande qui éclate. Elle te fait sursauter, elle te remet sur terre. Oui. C'est vrai. Sursauter, avec aussi le gestuel quand on raconte. Dans le conte, c'est vrai que la tonation de la voix compte beaucoup. Très bien. Et justement, dites-moi, on a le temps pour que vous nous racontiez une petite histoire. 1 minute, ça va suffire? Non, ça va être une blague là. Impossible. Oh là là, dommage. On a vite fait. Oui, allez-y, allez. 1,50, allez. En arabe, parce que le français, ça perd oui, bien sûr, allez-y. حكاو ناس زمان على واحد السلطان وما السلطان غير ربي سبحانه وتعالى. هذاك السلطان كان عنده واحد الوزير يتبعوا خطوه بخطوه وين يروح. واحد الخطره وهما يصيدوا السلطان قطع صبعه وبدا يعيط دمومات ويشرشروا يعيط صبعي خزر فيه الوزير ديالو قال له يا سيدي فيها خير. قال له هكذا تشفى فيا وتقول لي فيها خير. قال لهم يا حراس دورموه في السجن وداو سجنوه. بعد يامات صبعوه داك السلطان برا ومعاه كما قلت لكم مولوع بالصياده ركب فوق العوده ديالو هاد الخطره وحده وراح خرج للصياده من غابه لغابه من واد لواد من غابه لغابه حتى طكك به العوده ديالو ولحقوا لواحد المدينه غريبه اللي كانوا سكانها وكالين بنادم. ما عرفش كيفاش داك السلطان حتى طاحت فوق الشبكه وترفد وداواه كيما نقولوا الشيخ القبيله تاعهم فرحانين به داروا عرس دايرين كامل به هذا يولول وهذا يطبل وهما جاو يقلبوه باش يذبحوه صابوا عنده 7 طاير كيما نقولوا حنا عندنا ما يجوز للنشره. قال لك ما نقدروش ناكلوه عاودوا حطوه فوق عاودوا عطاو للعود بركله العود عاود طكك ورجعوا للقصر ديالو. هو دخل للقصر يلهت ما عرفش من المصيبه اللي هرب منها شفع فيه ربي سبحانه قعد يشوف في صبعه ويقول الحمد لله الحمد لله خلاص ما نكملها فيت هلا بدا يقول اتفكر واش قال له هذاك الوزير ديالو. قال لهم تروحوا جيبوا لي الوزير. كي جابوا له الوزير قال له على صبعي وقلت لي خير فهمتها. Malheureusement, on ne peut pas. Mais très belle histoire. Merci de nous avoir suivis. Voilà. Très bien. Merci les filles. Donc rendez-vous demain. Mina, merci. Rendez-vous mercredi prochain. Et merci beaucoup. Et dommage pour l'histoire. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, continuez. On a encore un petit moment. قال له قطعت صبعك خير. كي عاود دخل للقصر شد صبعه قال فيها خير